je croyais savoir ce qu'était la trahison. J'avais tort. Dîner de Noël, 2024, la dinde trône sur la table, les chants de Noël en fond sonore. Mes parents me sourient comme si je comptais pour eux. Mais quand je suis allée à la cuisine chercher une autre part de bûche, je les ai entendus dans le salon. Ils ne chuchotaient pas. Ils complotaient. Ils planifiaient. Ils calculaient. Une fois qu'ils seront installés dans l'appartement pour quelques mois, elle n'aura pas le cœur de les mettre à la porte. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je suis restée figée dans le couloir, la pelle à tarte en argent refroidissant dans ma main comme une arme. Je n'ai pas fait irruption. Je n'ai pas crié. J'ai fait ce que je fais depuis 32 ans. Je suis devenue invisible. On appelle ça le syndrome de l'enfant de verre. Ça veut dire que vos parents regardent à travers vous pour voir l'enfant roi qui se tient derrière. Dans ma famille, l'enfant roi, c'est Jessica. Je ne suis que la vitre à travers laquelle elle brille. J'ai écouté ma mère, Martine, rationaliser le vol de ma propriété. Pour eux, ma maison n'est qu'un logement, une unité, une chambre d'amis. Ils n'ont pas la capacité de comprendre ce que c'est réellement. C'est un ancien atelier d'artistes, classé dans le quartier historique de la ville. Je ne l'ai pas juste acheté, je l'ai ressuscité. Je suis architecte paysagiste senior. Je passe mes journées en chaussures de sécurité, à analyser la composition des sols et l'intégrité structurelle. J'ai passé 10 ans à trimer, à économiser chaque centime, à manger des pâtes au beurre pendant que mes amis partaient à Ibiza, juste pour pouvoir payer l'apport. J'ai passé mes week-ends à gratter de la peinture centenaire sur la brique, à poncer des parquets d'origine jusqu'à m'en faire saigner les mains, et à restaurer la toiture en ardoise, tuile par tuile. Cette maison n'est pas juste un actif immobilier. C'est la manifestation physique de ma survie. C'est le seul endroit sur Terre où je ne suis pas secondaire. Et puis il y a Jessica. Ma sœur a 29 ans. Sur son profil, elle se dit « curatrice lifestyle ». Sa vie est une suite de ring lights, de photos de brunch filtrées et de posts sponsorisés pour du thé qui donne des hallucinations. Elle vit dans un appartement de luxe qu'elle ne peut pas se payer, loué dans un immeuble qu'elle prétend posséder. Mais je connais l'architecture de sa vie mieux que quiconque, parce que c'est généralement moi qui étaye les fondations. J'ai vu les relances d'huissier qu'elle cache dans la poubelle. Je suis au courant des crédits à la consommation. Elle est une façade magnifique, avec des poutres pourries par la mérule. Mes parents, Gérard et Martine, ne voient pas la pourriture. Ils ne voient que le vernis. Ils croient ses communiqués de presse. Ils pensent qu'elle traverse juste une mauvaise passe, que le monde est trop dur pour son esprit créatif. Ils regardent ma stabilité, ma vie calme et solvable, et ils ne voient pas le travail acharné. Ils voient une ressource. Ils voient un réservoir dans lequel puiser chaque fois que Jessica est à sec. En les entendant comploter dans le salon, j'ai eu le déclic. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas la famille qui aide la famille. C'était du parasitisme. Ils voyaient ma maison comme un bien familial, un actif commun que je gardais simplement au chaud jusqu'à ce que Jessica en ait besoin. J'étais l'intendante. Elle était l'héritière. La colère qui m'a frappée n'était pas brûlante. Elle était froide, lourde et absolue. C'était la sensation du béton qui prend dans un moule. J'ai regardé mon reflet dans le miroir du couloir. Je ne ressemblais pas à une victime. Je ressemblais à quelqu'un qui mène une expertise structurelle, qui réalise que le bâtiment est condamné, et qui décide, calmement, d'autoriser la démolition. J'ai pris une inspiration. J'ai ajusté ma prise sur la pelle à tarte. J'ai remis le masque que je porte depuis mes 6 ans, le masque de la fille dévouée, fiable et invisible. Je n'allais pas les combattre. Se battre donne à l'ennemi une chance de se défendre. Non, j'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient, jusqu'au moment précis où je leur reprendrai tout. Je suis retournée dans la salle à manger. Quelqu'un veut encore du dessert? Ma voix était stable, légère, presque musicale. C'était la performance de ma vie. J'ai posé une part de tarte devant mon père, Gérard. J'ai donné à ma mère, Martine, le morceau avec le supplément de chantilly, exactement comme elle l'aime. J'ai même glissé une part à Jessica, qui m'a regardée avec des yeux humides et pleins d'espoir, la victime professionnelle attendant son sauvetage. Ils n'ont pas attendu longtemps pour lancer l'attaque. Maman s'est raclé la gorge, cette vibration spécifique qui signalait toujours une exigence emballée dans un service. « Manon, chérie, a-t-elle commencé ?»
gardant sa voix basse et intime. On a discuté. Jessica et Thomas traversent une période difficile. Le marché est tellement volatile en ce moment pour les influenceurs, et ils ont besoin de réduire la voilure. On se disait, comme tu as tellement d'espace dans cette maison, ce serait le point de chute idéal pour eux. Juste pour quelques mois. Juste le temps qu'ils retombent sur leurs pieds. La pièce est devenue silencieuse. Ils attendaient la résistance. Ils attendaient que je fasse remarquer que ma maison n'est pas un hôtel, ou que je tiens à ma vie privée, ou que Jessica n'a pas payé une facture à l'heure depuis 2012. Ils étaient prêts à me traiter d'égoïste. Ils avaient chargé les munitions, mais je ne me suis pas battue. Il existe un concept en psychologie appelé l'impuissance apprise. Cela explique pourquoi un éléphant puissant peut être retenu par une corde fragile attachée à un piquet en plastique. Si vous conditionnez une créature dès la naissance à croire qu'elle ne peut pas s'échapper, elle arrête d'essayer, même quand les chaînes ont disparu. Pendant des décennies, j'ai porté cette chaîne invisible. J'ai été conditionnée à croire que mes limites étaient offensantes, que mes besoins étaient secondaires, et que dire non était un acte de violence contre la famille. À ce moment-là, j'ai senti la tension de la chaîne. Mon instinct était de me faire petite, d'accommoder, de réparer. Mais ensuite, j'ai regardé Jessica, en train de scroller sur son téléphone, pendant que nos parents mendiaient son logement, et j'ai réalisé quelque chose. Je pouvais utiliser la chaîne. Si je tirais contre, il riposterait. Mais si je relâchais tout, si je l'accompagnais, il perdrait l'équilibre. J'ai regardé ma mère et j'ai souri. Vous savez quoi? Vous avez raison. La famille aide la famille. Ils peuvent emménager le 1er du mois. Le soulagement dans la pièce était physique. C'était comme regarder une soupape de pression se relâcher. Papa a expiré un souffle qu'il retenait. Maman a tapé dans ses mains. Jessica m'a réellement souri. Un éclair de surprise sincère qui s'est rapidement transformé en sentiment de dû. « C'est génial, Manon », a dit Jessica, mesurant déjà mentalement mes mètres carrés. Honnêtement, c'est pour le mieux. Cette maison est bien trop grande pour une seule personne de toute façon. Et Thomas disait qu'on pourrait probablement abattre ce mur entre la bibliothèque et le salon pour ouvrir l'espace. Ça fait un peu donjon là-dedans pour l'instant. J'ai senti une pointe d'adrénaline, vive et froide. Elle parlait de détruire une maçonnerie porteuse originale des années 1880 que j'avais dépensé 3 000 € à restaurer. Elle planifiait des rénovations sur une maison qu'elle ne possédait pas, avec de l'argent qu'elle n'avait pas, avant même d'avoir fait un carton. J'ai pris une gorgée de mon vin. Il avait le goût de la victoire. Bien sûr, ai-je dit. On pourra regarder tout ça. Il pensait que je me couchais. Il pensait que le paillasson était remis en place. Il ne savait pas que je n'ouvrais pas ma maison. J'ouvrais une trappe. Je me suis réveillée le lendemain matin avec ce genre de clarté qu'on obtient généralement qu'après la chute d'une forte fièvre. Jessica postait déjà sur Instagram une photo d'un cœur en latar avec la légende. Gros changement à venir. New home vibes soon. Tellement reconnaissante pour le soutien de la famille. #blessed. #nouveau chapitre. Elle célébrait le vol de l'œuvre de ma vie. J'ai scrollé et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Claire. Claire était l'ancienne associée de Thomas. Il y a 5 ans, ils dirigeaient ensemble une agence de marketing boutique. C'était un succès jusqu'à ce que Jessica décide qu'elle voulait s'impliquer. Elle a siphonné les fonds de l'entreprise pour sa marque personnelle, des dépenses qu'elle appelait du réseautage. Quand l'argent a manqué, Jessica a accusé Claire de détournement de fonds pour couvrir ses traces. Thomas, faible et terrifié par sa femme, a soutenu Jessica. Ils ont ruiné la réputation de Claire. Elle a perdu son entreprise, ses clients, tout. Claire a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était sur ses gardes. « Manon, tout va bien, mieux que bien, ai-je dit. J'ai une proposition. Tu cherches toujours à acheter dans le quartier historique ? Je l'ai entendu poser une tasse de café. Oui. Pourquoi ? Je vends l'atelier. Hors marché. Paiement comptant. Mais il y a un hic. C'est quoi le hic ? Je dois signer dans 10 jours. Et tu ne peux le dire à personne. Surtout pas à ma famille. Il y a eu un silence sur la ligne, lourd et prégnant. Puis Claire a demandé, lentement, « Pourquoi tu fais ça, Manon ? Tu adores cette maison. Tu as passé 10 ans à la restaurer. Parce qu'ils essayent de me la prendre, ai-je dit. Mes parents veulent y installer Jessica et Thomas. Ils veulent utiliser ma maison comme bouclier pour le désastre financier dans lequel Jessica s'est fourrée cette fois-ci. Je ne vais pas laisser faire ça. » Je pouvais entendre le sourire dans sa voix avant même qu'elle ne parle.
C'était le son d'une femme qui attendait depuis 5 ans que l'univers rééquilibre la balance. Thomas et Jessica, a-t-elle dit, savourant les noms comme un grand cru. Ils emménagent. Ils pensent qu'ils emménagent. Et si j'achète, alors c'est toi la propriétaire le jour du déménagement. Vendu, a dit Claire. Je te vire la preuve de fond dans l'heure. Ce fut la négociation immobilière la plus rapide de l'histoire. On n'a pas marchandé le prix. On n'a pas discuté des clauses suspensives. Nous étions 2 femmes unies par un but singulier et brûlant. Regarder le monde s'écrouler autour des gens qui avaient essayé de nous enterrer. J'ai raccroché et regardé mon salon. La lumière du matin frappait les larges lattes de chêne que j'avais poncées à la main. J'ai touché le mur de briques apparentes que j'avais passé des semaines à rejointoyer. J'aimais cette maison. C'était mon sanctuaire. Mais un sanctuaire n'est pas sûr si les loups ont les clés. La vendre ne ressemblait pas à une perte. Cela ressemblait à transformer mon plus grand atout en arme. Ils voulaient ma maison? Très bien. Ils pouvaient avoir la structure, mais je vendais le sol sous leurs pieds. J'ai passé le reste de la journée dans un état de transe efficace. J'ai scanné des documents. J'ai transféré les rapports de propriété au notaire de Claire. J'ai emballé mes effets les plus personnels dans des cartons et les ai mis dans un garde-meuble, disant à mes parents que je faisais juste de la place pour Jessica. Chaque interaction avec ma famille était une performance. Maman a appelé pour demander si je pouvais repeindre la chambre d'amis dans une couleur plus douce, parce que Jessica trouve le bleu nuit déprimant. J'ai dit oui. Papa a envoyé un texto pour demander si je pouvais augmenter le débit Internet, parce que Thomas a besoin de beaucoup de bandes passantes pour ses jeux. J'ai dit absolument. Ils étaient si arrogants dans leur victoire qu'ils n'ont pas remarqué les panneaux à vendre dans mes yeux. Ils n'ont pas vu que je ne faisais pas de la place pour eux. Je dégageais la zone d'impact. La période de 10 jours avant la signature fut une masterclass en tromperie. Pendant que les notaires de Claire finalisaient discrètement le transfert de propriété, mes parents intensifiaient leur propre offensive légale. Mais la leur ne concernait pas l'achat d'une maison. Elle concernait le vol d'une maison. 3 jours avant le déménagement, mon père, Gérard, est passé. Il a apporté une bouteille de vin bon marché, bouchon à vis, le genre qu'il réservait d'habitude aux gens qu'il n'avait pas besoin d'impressionner. Il a aussi apporté une chemise cartonnée. C'est juste une formalité, Manon. A-t-il dit, en glissant un document sur l'îlot de ma cuisine. Comme Jessica et Thomas vont être là pour un moment, on s'est dit qu'on devrait avoir quelque chose par écrit. Tu sais, pour protéger tout le monde, je l'ai ouvert. C'était un contrat de location-vente. J'ai parcouru les termes. 0 apport, loyer mensuel fixé à 600 €, ce qui ne couvrirait même pas la taxe foncière, encore moins le crédit, si j'en avais encore un, et une clause stipulant qu'après 12 mois d'occupation consécutive, le titre serait transféré à Jessica pour la somme symbolique d'1 €. Il ne demandait pas un endroit où loger. Il me demandait de signer l'arrêt de mort de mon avenir financier. J'ai regardé mon père. Il souriait, ce sourire crispé et confiant qu'il utilisait quand il essayait de vendre un mensonge. Il pensait que j'étais stupide. Il pensait que mes années de silence signifiaient que je ne savais pas compter. Je vais devoir faire notarier ça. Ai-je menti en refermant le dossier? Je veux être sûre que c'est fait correctement. Prends ton temps. A-t-il dit en me tapotant la main. Est le juste prêt pour le jour du déménagement. Je ne l'ai pas signé. À la place, je suis allée aider Jessica à faire ses cartons. J'avais besoin de voir le camp ennemi une dernière fois. J'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. L'appartement de Jessica était une zone sinistrée faite de cartons et de panique. Elle était maniaque, jetant des vêtements de créateurs dans des sacs poubelles, parlant trop vite du fait que mon atelier avait un meilleur feng shui et que ce déménagement allait réaligner ses chakras. Thomas était dans un coin, fixant un mur, ressemblant à un homme attendant le verdict de son procès. « Tu peux attraper ces papiers sur le bureau ?» Jessica a pointé vaguement une pile de courriers. « Jette-les juste dans le carton marqué bureau. » Je me suis approchée. J'ai ramassé la pile. Et c'est là que je l'ai vue. Enfouie sous une pile de magazines de mode, sur papier glacé, se trouvait une enveloppe épaisse. Elle avait été ouverte. L'adresse de l'expéditeur n'était pas un fan ou une marque sponsor. C'était un cabinet d'avocats représentant un groupe d'investisseurs. Et en dessous, une lettre recommandée du procureur de la République. J'ai glissé la lettre juste assez pour lire le texte en gras en haut. Assignation à comparaître. Allégation de fraude électronique. Pyramide de Ponzi. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas juste une histoire de dette.
Jessica n'avait pas juste trop dépensé en chaussures. Elle avait sollicité des investissements pour une marque lifestyle qui n'existait pas. Elle prenait de l'argent pour des produits qu'elle n'expédiait jamais. Et elle fuyait actuellement les huissiers de justice. La réalisation m'a frappée avec la force d'une boule de démolition. Ils ne voulaient pas juste ma maison pour les mètres carrés supplémentaires. Ils voulaient mon adresse. Ils voulaient une propriété sécurisée avec digicode, où les huissiers ne pourraient pas atteindre la porte d'entrée. Ils voulaient enterrer les problèmes juridiques de Jessica sous les fondations de ma réputation. Si je les laissais emménager, je ne serais pas juste une propriétaire. Je serais complice. J'ai glissé la lettre dans la pile et je l'ai lâchée dans le carton. Toute culpabilité persistante que j'avais toute petite voix chuchotant fois peu. Être que tu es trop dure foi et morte sur le champ dans cette pièce en désordre. Ce n'était pas ma famille. C'était un passif toxique et j'étais sur le point de liquider l'actif. Je suis rentrée chez moi et j'ai envoyé un texto à Claire. On signe demain. Il neigeait le jour du déménagement. Une neige fondue, lourde et humide, qui rendait le monde gris. Je me suis tenue à la fenêtre de l'atelier vide une dernière fois. C'était calme. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur que je laissais derrière moi. À 10 heures pile, le camion de déménagement s'est garé. J'ai regardé de derrière le rideau. La berline de mes parents suivait de près. Jessica a sauté du siège passager, portant des bottes blanches immaculées qui ont été immédiatement ruinées par la gadoue. Thomas est sorti côté conducteur, l'air vaincu avant même de commencer à soulever des cartons. Mon père est sorti et a commencé à diriger la circulation, pointant l'allée, comme s'il en était le propriétaire. Ils avaient l'air triomphants. Ils ressemblaient à des gens qui avaient gagné une guerre sans tirer un seul coup de feu. Jessica s'est approchée de la porte d'entrée, tapant le code que je lui avais donné, 1, 2, 3, 4. Ça a clignoté rouge. Elle a froncé les sourcils, essuyé le clavier avec sa manche, et réessayé. Rouge. Elle s'est tournée vers Thomas, haussant les épaules. Je l'ai vu articuler les mots. Ça marche pas. Mon père a monté les marches d'un pas décidé, l'a poussé sur le côté, et a tapé le code lui-même. Il a réessayé, plus fort cette fois, comme si la force brute pouvait outrepasser la programmation. Rouge. La panique a commencé à se propager parmi eux. Jessica tremblait dans son manteau fin. Maman regardait autour d'elle nerveusement. Papa a commencé à marteler la porte. « Manon !» a-t-il hurlé. « Manon, ouvre cette foutue porte !» Je n'ai pas répondu. Je n'étais même plus là. J'étais à 3 rues de là, assise dans ma voiture avec le chauffage, regardant le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. À l'intérieur de la maison, se tenant juste hors de vue de la fenêtre de la porte, il y avait Claire. Elle a attendu que les coups cessent, que les cris se transforment en marmonnements confus, que Jessica commence à pleurer, demandant pourquoi je lui faisais ça. Puis, Claire a ouvert la porte. L'expression sur leur visage valait chaque centime de la décote que j'avais concédée pour la vente rapide. C'était un tableau de dissonance cognitive absolue. Ils s'attendaient à moi la fille qu'ils pouvaient intimider, la sœur qu'ils pouvaient utiliser. À la place, ils fixaient une étrangère. Seul Thomas l'a reconnue. Son visage est devenu gris. « Claire ? Salut Thomas », a dit Claire, s'appuyant contre le cadre de la porte, une tasse de café à la main. « Ça fait un bail. Qui êtes-vous » a exigé mon père, bombant le torse, essayant d'invoquer l'autorité qui me faisait habituellement rétrécir. « Où est Manon ?»« Manon n'habite plus ici », a dit Claire calmement. « Et vous non plus. De quoi vous parlez ?» a hurlé Jessica. « Ma sœur possède cette maison. On emménage. » Claire a pris une gorgée de café. « En fait, non. C'est moi la propriétaire. Je l'ai acheté il y a 10 jours. L'acte a été enregistré ce matin. Vous êtes en violation de domicile. Il existe un concept psychologique appelé la blessure narcissique. Cela se produit quand l'image grandiose qu'une personne a d'elle-même est percée par la réalité. Mes parents croyaient vraiment que leur statut de « parents » était une monnaie qui pouvait supplanter les contrats légaux, les virements bancaires et le droit de propriété. Ils croyaient qu'ils avaient droit à ma maison simplement parce qu'ils avaient décidé qu'ils la voulaient. Face à Claire, face au fait froid et dur que leur pouvoir ne s'étendait pas au-delà des murs de leur propre illusion, ils se sont effondrés. « Vous ne pouvez pas faire ça », a gémi maman. « C'est une affaire de famille. C'est une affaire légale », a corrigé Claire. « Et si vous ne virez pas ce camion de mon allée dans 5 minutes, j'appelle la police. » Jessica a regardé Thomas, attendant qu'il règle le problème. Mais Thomas fixait Claire,
se souvenant de la femme dont ils avaient détruit la carrière, réalisant que le karma qu'ils pensaient avoir semé venait juste d'acheter l'immeuble. « On n'a nulle part où aller !» a crié Jessica, les larmes bien réelles cette fois. « On a rendu notre appartement !» Claire a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'une femme qui clôture un livre de contes. « J'imagine que vous auriez dû y penser avant d'essayer de voler une maison. » Elle a fermé la porte. Le bruit du verrou qui s'enclenche fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Les retombées ont été spectaculaires. Je ne suis pas restée pour voir la police les escorter hors de la propriété. J'en avais déjà assez vu. Claire m'a envoyé un texto 1 heure plus tard. L'aigle a atterri. Et par atterri, je veux dire que ta sœur a piqué une crise qui a nécessité 2 officiers pour la calmer. C'était cinématographique, mais le karma n'avait pas fini. Parce qu'ils avaient rendu leur bail, ma famille n'avait nulle part où aller. Ils ne pouvaient pas emménager dans l'atelier. Ils ne pouvaient pas retourner dans leur ancien appartement. Et parce que les huissiers traquaient la localisation de Jessica, ils l'ont trouvée chez mes parents dès le lendemain matin. La ruine financière fut totale. Mes parents avaient vidé leur compte retraite pour payer les déménageurs, les garde-meubles et pour rembourser certaines dettes urgentes de Jessica, misant sur le fait qu'ils vivraient dans ma maison gratuitement. Ils avaient tout parié sur ma soumission. Ils ont perdu. J'étais à 3 régions de là quand la poussière est finalement retombée. J'étais assise sur une terrasse ensoleillée à Biarritz, scrollant sur mon appli bancaire. Le virement de Claire était là, 650 000 €. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. J'ai bloqué leurs numéros un par un. Maman, papa, Jessica, Thomas. À chaque pression du doigt, je me sentais plus légère. Je ne bloquais pas juste des appels téléphoniques. Je bloquais la culpabilité. Je bloquais l'obligation. Je bloquais la petite fille qui pensait qu'elle devait gagner sa place dans le monde en étant utile. J'ai supprimé le groupe de contact nommé « Famille ». J'ai regardé par la fenêtre les vagues de l'océan. Je n'avais plus de maison. Je n'avais plus de famille. Mais pour la première fois en 32 ans, j'avais un plan d'architecte qui était entièrement le mien. J'ai vendu mon passé pour acheter mon avenir. Si vous teniez le stylo, auriez-vous écrit la même fin? Dites-le moi dans les commentaires.